Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Alors c'est dit, le président de la République l'a annoncé, l'école sera obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019. 3 ans, c'est si petit. C'est ce qu'on s'est dit en écoutant cette information. Le cerveau des enfants est-il prêt à attendre ou au contraire, est-ce qu'on sous-estime leur capacité à apprendre et est-ce que c'est pas l'un des enjeux de cette réforme? Est-ce que c'est possible aussi dans des classes à 22? Voilà une panoplie de questions qu'on s'est posées bien évidemment. On va en parler ce soir avec vous, que vous soyez parents ou professeurs des écoles au 39-21 avec notre invité Stanislas Dehaene. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le grand spécialiste français des neurosciences, on le sait. Je vous ai fait pape tout à l'heure, j'espère que vous l'avez pas mal pris, qui inspire, dit-on, les réformes de Jean-Michel Blanquer. Donc on va voir quelle est votre inspiration dans cette affaire de maternelle. Et puis avec Virginie Salmen, qui est la spécialiste éducation d'Europe 1. Bonsoir Virginie. On fait le point avec vous d'abord. Virginie, on en est aux assises de la maternelle, donc il n'y a pas encore de loi. Mais enfin, avec Jean-Michel Blanquer, on sait que tout va généralement assez vite derrière, qu'il a toujours une idée derrière la tête. Il vous précisait tout à l'heure la philosophie de sa réforme. Alors l'école maternelle obligatoire dès 3 ans. D'abord, on va entendre le ministre. Écoutons le ministre. C'est l'occasion de mettre l'accent sur le côté crucial de l'école maternelle. C'est l'école de l'épanouissement et du langage. C'est le moment où beaucoup de choses se jouent, notamment vis-à-vis du langage, parce que les enfants arrivent à l'école maternelle déjà dans une situation très inégale du fait de leurs circonstances familiales. Par exemple, la maîtrise de vocabulaire est très différente d'un enfant à l'autre. Et l'école maternelle vient compenser cette inégalité. Alors je vous signale qu'il y a but de Mbappé, donc que la France mène 1-0 face à la Russie en Russie. Mais si on revient à nos affaires, Virginie, donc cette réforme de la maternelle, de quoi il va s'agir? On dit l'école à 3 ans, est-ce que c'est pas déjà le cas? Alors c'est déjà le cas absolument pour 97,6% des élèves. Là on parle d'école maternelle obligatoire dès 3 ans et toute la journée. Donc pour Emmanuel Macron, dans les quartiers les plus défavorisés, quand l'un, voire les deux parents ne travaillent pas, on ne remet pas l'enfant à l'école l'après-midi parce qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas payer la cantine. C'est ce qu'il a dit ce matin. Donc c'est aussi un problème d'assiduité. Il manque une partie des apprentissages, ces enfants. Il faut cesser de considérer la maternelle comme une option. Voilà ce qu'a dit ce matin le président de la République. Deuxième point, dans ces assises, il est beaucoup question de langage et même de vocabulaire. Certains maîtrisent à peine 500 mots à la fin de la maternelle, alors qu'ils devraient en comprendre plus de 2000. Le président de la République cite, lui, le chiffre de 30 millions de mots de moins entendus pour les élèves les plus fragiles. Ils partent donc avec un handicap dans toutes les matières, ces élèves, pas seulement en français. Et puis donc, l'impulsion pour la maternelle, ce serait stimuler la créativité des enfants, utiliser des pédagogies innovantes, positives, pour que l'enfant se sente en sécurité affective et qu'il apprenne mieux. On va sans doute en parler, ça passe par la musique, les arts ou encore apprendre davantage de langues vivantes. Oui, parce que là, on est dans ce que nous apprennent notamment les neurosciences. Donc vous êtes un des spécialistes, Stanislas Dehaene, qui est également, je le précise, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. D'abord, balayons cette affaire ou traitons cette affaire de 3 ans. À 3 ans, on peut aller en classe ? Vous voyez ce que je veux dire? Il s'agit de maternelle. Oui. Mais c'est évident que oui, bien sûr, et c'est au contraire extrêmement pédagogique d'apprendre à vivre avec d'autres, de commencer à apprendre à se contrôler et de commencer bien sûr à être stimulé avec des choses. C'est des petites boules affectives à cet âge-là. Je crois que vous sous-estimez, beaucoup de gens sous-estiment le cerveau de leurs enfants qui sont vraiment pas des éponges mais des machines à apprendre avec toute une structure qui se projette sur le monde extérieur et qui récupère de l'information. C'est pour ça qu'effectivement, lorsque les parents stimulent leurs enfants, on voit tout de suite des différences. Et ensuite, la maternelle vient relayer. Inégalité, finalement. Il y a une inégalité familiale. Il y a certainement une inégalité familiale. Il y a encore beaucoup de parents qui ne savent pas, par exemple, qu'il faut parler à ses enfants. Et que ça fait une énorme différence. Donc, je le dis. Qui ne savent pas qu'il faut parler à leurs enfants. Oui, absolument. Qui pensent que ça n'est pas une bonne chose ou qui pensent que parce qu'ils parlent une deuxième langue, une langue étrangère, il ne faut pas l'utiliser. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, qu'au contraire, donner le bilinguisme à ses enfants, c'est un don absolument merveilleux. Si vous avez la chance d'avoir 2 parents qui parlent des langues différentes, parlez-leur dans chacune de vos langues maternelles en famille. Ça voudrait dire qu'à l'école, dès la maternelle, on pourrait leur parler anglais, par exemple? Absolument, et moi je milite pour qu'on profite de cette extraordinaire période de plasticité, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, vous présentez les choses un petit peu comme un système scolaire, mais à cet âge-là, apprendre une langue étrangère, c'est un jeu, c'est automatique, ça ne coûte aucun effort de la part des enfants, et au contraire, leur cerveau est tout à fait prêt et va perdre progressivement cette plasticité. Pourquoi? Parce qu'il est au top de sa forme, le cerveau, entre C'est un 3 et 6 moment ans vraiment de plasticité exubérante. C'est une période de pic de synapses. Vous savez
qu'on a beaucoup plus de synapses à cet âge-là qu'on en a par la suite. On en perd à peu près la moitié. Alors on les perd à des âges différents suivant les régions du cerveau, mais cette plasticité synaptique est vraiment maximale. Il faut imaginer que vous regardez un petit enfant de cet âge-là, 3 ans, 4 ans, ce sont plusieurs millions de synapses qui se font et qui se défont chaque seconde. Alors vous imaginez un cerveau qui est en ébullition. Et donc, tout ce qu'il va expérimenter va s'inscrire dans son cerveau et de façon assez durable à cet âge-là. Alors, vous parlez de performance du cerveau de l'enfant. Est-ce que, par exemple, un enfant qui ne dort pas bien à la maternelle, comment on fait avec lui? Parce que le président de la République a beaucoup insisté sur l'assiduité toute la journée à l'école. Est-ce qu'on privilégie l'école au détriment du sommeil, par exemple? Non, pas du tout. Alors, la recherche a vraiment montré l'importance du sommeil, et y compris la sieste chez les petits-enfants, et d'ailleurs chez les grands aussi. Le sommeil est une période d'apprentissage. Donc, ça fait partie intégrante de cette pédagogie de l'ensemble de l'individu. C'est le moment où le cerveau c'est un phénomène assimile, bien connu maintenant, y compris dans la recherche chez l'animal, et c'est vrai aussi chez l'homme. C'est un moment où le cerveau rejoue ce qu'il vient d'apprendre dans la journée ou dans les heures qui précèdent. Et il le rejoue à toute vitesse, ce qui fait qu'il peut rejouer un épisode qu'il a vu une fois, il va le jouer des centaines de fois. Et ça va transférer les apprentissages d'un circuit qu'on appelle l'hippocampe vers le cortex. Donc on va consolider l'apprentissage, recoder l'information et souvent la recoder de façon plus abstraite, y compris, vous savez, des anecdotes sur les mathématiciens qui découvrent des théorèmes pendant leur sommeil. Mais c'est vrai à une échelle plus simple chez le petit enfant. Alors comment on fait? Qu'est-ce que vous préconisez? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de maternelles qui savent déjà très bien faire cela. On a déjà dit, 97% des enfants vont en maternelle, donc c'est pas une nouveauté radicale. Dans des classes où il y a parfois 18, 20, 22, 30. Floriane, qu'on écoutera tout à l'heure, qui nous appelle de Paris, dit moi je suis institutrice depuis 41 ans, j'avais 30 enfants en maternelle. Donc alors, il faut certainement réfléchir à l'espace de la classe pour qu'il y ait des endroits de calme. Ce qui est important, c'est que les enfants qui ont envie de dormir puissent dormir. Mais ils n'ont pas forcément tous envie. Et progressivement, à 4 ans, 5 ans, en moyenne, en grande section de maternelle, ils vont être de plus en plus actifs. Donc l'après-midi est une période importante. Mais le nombre d'enfants... Ça veut dire qu'il faut couper les classes en deux, pour parler clair. Peut-être, et je crois que c'est une réflexion. Il faut mettre des moyens. On le fait déjà. C'est une des premières actions du ministre Jean-Michel Blanquer que de couper certaines classes en deux, en REP+, et en REP, et on pourrait imaginer de l'étendre, évidemment, ça coûte cher. Alors, on peut dire une chose sur le plan du coût, c'est qu'il y a aussi, moi je suis un scientifique, il y a aussi des études d'économie. Ça n'est pas le but de faire des économies, le but c'est l'épanouissement des enfants, mais il faut savoir quand même que quand on investit dans la maternelle, en fait, la société fait des économies, parce que les enfants vont coûter beaucoup moins à la société, et ça se joue apparemment très vite, d'après nos collègues économistes, d'après Marc Gurgan en particulier, à l'école d'économie de Paris. On récupère sa mise en quelque sorte, parce qu'on va avoir des enfants qui sont beaucoup plus calmes, qui ne vont pas redoubler, et qui ensuite n'iront pas en prison, ne feront pas de délit, etc. Ou moins. Beaucoup moins, mais la recherche est très claire. Il n'y a pas de vaccin absolu. Non, ce n'est pas un vaccin absolu. On dépense 1 000 € de moins, je crois, par enfant en maternelle que certains de nos voisins européens. C'est un chiffre qui nous avait aussi beaucoup frappé. 39-21 pour participer à ce débat en compagnie de Stanislas Dehaene ce soir et de Virginie Salmon, évidemment la spécialiste éducation d'Europe 1. Tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué, depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. Pendant les très belles reprises, Peugeot reprend votre véhicule 2 900 € en plus de l'Argus pour l'achat d'une Peugeot 208. Offre cumulable avec la prime à la conversion de l'État. Détails sur offre.peugeot.fr. Ma vie en mieux avec Bouygues Immobilier. Ah, on est bien dans notre appartement tout neuf. Tada! Qu'est-ce que c'est? Et voici la Lotte Confite et son duo de petits pois avec son émulsion à l'huile d'olive. Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais de la cuisine toi maintenant? Oui, c'est grâce à notre magnifique cuisine installée et offerte. Ça me révèle, ça m'élève. C'est bon d'être propriétaire. Du 9 mars au 8 avril 2018, Bouygues Immobilier vous offre votre cuisine Darty. Bouygues Immobilier, ma vie en mieux. Offre valable sous forme de bon d'achat, cuisine installée par Darty après remise des clés à l'acquéreur. Conditions sur bouygues-immobilier.com. Au fait, tous nos logements sont certifiés ANF Habitat.
Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. L'école obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019, mais pour y apprendre quoi, dans quelles conditions, en s'aidant peut-être des neurosciences que prône Stanislas Dehaene, qui est notre invité ce soir. Et merci encore d'être avec nous. Virginie Salmen est toujours là, bien évidemment. Et vous, au 39-21. Bonsoir Floriane, j'ai un peu défloré pour le coup votre message tout à l'heure, mais je voulais vous redonner la parole pour qu'on vous entende. Vous avez été institutrice pendant 41 ans, nous disiez-vous. Oui, j'ai été institutrice pendant 41 ans, mais je vois pas où est le débat en fait. C'est que les enfants de 3 ans ont toujours été accueillis en maternelle et moins de 3 ans même. Oui. Il y a le forcing qui se fait parce qu'il y a des manques de place en crèche et qu'on les accueillera dans quelles conditions. Et ce qui me fait aussi bondir, c'est quand j'entends 22 élèves par classe, je n'ai jamais connu ça, mais jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus? Mais bien sûr, oui. J'ai connu 30, 31, 32 élèves par classe. En maternelle? Ma classe. Oui, en maternelle, dans ma classe. Avec des fois des ATSEM qui n'étaient pas là, des enseignantes qui n'étaient pas là, donc regain d'enfants. Moi, je vois vraiment pas pourquoi une obligation, vraiment pas. Oui, allez-y Stanislas Dehaene, c'est une discussion intéressante à entamer là. Je crois que la chose vraiment importante, c'est effectivement qu'est-ce qu'on arrive à faire et à faire faire aux enfants dans ces classes de maternelle. À 30, donc si on est débordé par le nombre, effectivement, il y a quelque chose à revoir. Je crois que le geste symbolique de dire c'est obligatoire, c'est aussi nous allons essayer d'organiser mieux la maternelle. Alors on a dit l'école du langage, je pense que c'est profondément vrai. Il faut qu'il y ait un effort sur le vocabulaire, parler aux enfants. Et puis il y a un effort aussi sur les mathématiques, parce que on ne se rend pas compte, mais toutes ces activités de construction, tous ces jeux qu'on fait faire aux enfants, bien c'est déjà le début des mathématiques. C'est ce que vous faisiez vous, Floriane? Alors moi, parce qu'intuitivement, il y a plein d'instits qui en fait ont fait ça. Bien sûr, j'imagine. Bien sûr. Et moi, je sais que j'axais beaucoup sur le langage, puisque nous avions pas mal de langues différentes dans la classe et tout ça. S'exprimer, raconter ce qu'ils faisaient à la maison, des petites choses anodines, et aussi sur les arts. Énormément sur les arts plastiques. Des manipulations, des jeux, et l'éveil vient comme ça petit à petit. Le bonheur d'un enfant dans une classe, c'est l'épanouissement, c'est tout. Si on nous donne des directives en disant il va falloir qu'à 3 ans, il sache compter jusqu'à temps, ou il sache dénombrer, non, je vois pas l'intérêt. Moi, j'entends dans ce que vous dites quelque chose de très intéressant que portent un certain nombre de vos collègues actuels, Floriane, c'est l'idée que finalement on fait de la maternelle une pré-primaire. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est un risque, Stanislas Dehaene? Est-ce qu'il ne faut pas garder le côté épanouissant, finalement, de la classe? Moi, je pense que le côté épanouissement est absolument central, mais en fait, ce n'est pas plus central en maternelle que par la suite. Je préférerais que notre école primaire ressemble plus à la maternelle de ce point de vue-là. C'est encore une école du jeu. On apprend énormément par le jeu. On est beaucoup plus créatif, actif. Les recherches, là encore, montrent clairement que les enfants apprennent beaucoup plus lorsqu'ils sont engagés, actifs, volontaires, que lorsqu'ils sont assis en train d'écouter un cours magistral. C'est le cours magistral est la pire manière d'enseigner. Oui, il faut jouer en fait. Donc il faut jouer. Et pourquoi ne pas le faire autant au primaire, vous voyez? Et donner donc, comme le recommande d'ailleurs la mission Torossian-Villani, donner des objets, des jeux qui ont une composante pédagogique. Et l'épanouissement n'exclut pas qu'on apprenne quelque chose. Brigitte, bonsoir à vous. Vous nous appelez de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Mais moi, j'ai habité en Belgique et mes 4 enfants sont rentrés à l'école maternelle à 2 ans et demi. Oui. Et ça s'est toujours très bien passé. Il y avait aussi une très grande différence au niveau du langage, c'est vrai. Mais ce qu'il y avait, c'est que les institutrices reprenaient les enfants quand ils faisaient des fautes. Ce que beaucoup de professeurs ou d'institutrices à l'heure actuelle ne font plus. Ah, vous pensez que les institutrices reprennent plus les élèves quand ils font des fautes? Si, quand même. Quand on entend certains présentateurs, rien qu'à la télé ou à la radio, quand on les entend parler... Je savais que j'en prendrais une au passage. Vous avez raison, Brigitte. Il faut se reprendre quand on fait des fautes et n'hésitez pas à nous reprendre quand nous faisons des fautes. Merci de votre appel depuis la Loire-Atlantique. C'est un point, effectivement, en Belgique, mais en France aussi. On met les gosses à l'école à 2 ans et demi. D'un mot pour conclure là-dessus. Et ça n'a pas posé de problème finalement. Ça risque peut-être d'en poser maintenant, qu'on va imposer la barrière des 3 ans, non?
Je ne pense pas que ça va changer énormément les choses. C'est un geste quand même symbolique fort de dire nous allons nous préoccuper de cet âge précoce et dans toutes les dimensions de l'individu, sans le réduire à des performances. Je crois que c'est pas du tout le but, mais vraiment son épanouissement complet, y compris ses capacités de réussite scolaire par la suite. On sait que ça joue un rôle déterminant. C'est-à-dire que dès 18 mois, par exemple, certains tests de langage vont prédire, avec une certaine... Dès 18 mois oui, vont prédire des scores dans des tests de langage quelques années plus tard. Vous voyez. Donc il y a un certain déterminisme qu'on cherche à essayer de casser en enrichissant l'environnement de l'enfant. Juste pour préciser, il n'y a pas de barrière des 3 ans. Hein. Ça dépend de la date de naissance des enfants. Ça peut être 2 ans et demi, 3 ans, disons, l'année des 3 ans. Dans l'année de ces 3 ans. Ça, merci de cette précision, Virginie Salmen, et merci Stanislas Dehaene d'avoir été avec nous pour discuter de tout ça. Président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, votre patron, si j'ose dire. Jean-Michel Blanquer, en l'occurrence, c'est pas votre patron, mais c'est le ministre de l'Éducation nationale, sera l'invité de Patrick Cohen, je le redis, demain matin à 8h15 pour poursuivre ce débat.